Quand on parle de mémoire, on pense souvent à nos souvenirs personnels. Mais il existe une mémoire plus vaste, plus grave, celle des peuples marqués par la tragédie. Pour les Arméniens, la mémoire est indissociable du génocide de 1894 à nos jours, perpétré par l'Empire ottoman et qui a coûté la vie près de 2 millions de personnes. Dans ce contexte, faire mémoire ne signifie pas simplement se souvenir, mais résister à l'effacement, revendiquer la justice, nommer les disparus. C'est dans cet esprit que nous rencontrons avec le président du Conseil national de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abramian. À travers ses réponses, on aborde des questions fondamentales. Celle de reconnaissance historique, du droit au retour, de la justice internationale, mais aussi de l'avenir du peuple dispersé, encore meurtri par les blessures de l'histoire récente, notamment celle des habitants de l'Artsakh. Bonjour Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pouvez-vous nous expliquer la signification particulière de la date du 24 avril pour la nation arménienne? Bien, moi aussi, à mon tour, je vous salue. Je salue tous mes compatriotes qui nous écoutent. Et effectivement, cette question est très importante. Que signifie la date du 24 avril? Il faut bien comprendre que la date du 24 avril a un lien direct avec la déclaration de la triple entente du 24 mai 1915. Le 24 mai 1915, la triple entente, c'est-à-dire la France, l'Empire britannique et la Russie, ont condamné les nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation qui s'abattent sur la nation arménienne, et c'est précisé dans cette condamnation en Arménie. Donc c'est un document officiel qui rappelle que depuis un mois environ, les forces kurdes et turques massacrent les Arméniens. Donc c'est pour cette raison que, historiquement parlant, la date du 24 avril a été donc prise en compte. Depuis un mois environ, c'est marqué dans la déclaration de la triple entente. Mais pour nous, aujourd'hui, la date du 24 avril, je répète, c'est la commémoration des victimes du génocide des Arméniens, ou perpétrés contre les Arméniens, de 1894 à 1923, mais aussi à nos jours, et non pas par l'Empire ottoman, par les gouvernements successifs turcs, y compris aujourd'hui azerbaïdjanais. Pourquoi les gouvernements successifs? Parce que le génocide s'est perpétré durant même la période kémaliste. La période kémaliste, c'est la période où l'État arménien a été reconnu par les instances internationales. Donc, premièrement, on commémore les victimes. Il n'est absolument pas question pour l'Arménie occidentale de penser à un anniversaire du génocide. Écoutez, il faut faire très attention sur ces questions-là. Dans toutes les cérémonies, y compris en France, et je trouve que c'est très important que notre interview a eu lieu en français, il faut bien comprendre que même en France, dans diverses cérémonies, il n'est pas question d'anniversaire d'un crime. Le génocide, c'est un crime. C'est le crime des crimes, le génocide. On dit l'anniversaire ou commémoration, Monsieur le Président? Non, on commémore les victimes. On ne célèbre pas l'anniversaire d'un crime. Donc, si vous voulez, il y a déjà ici un problème. Mais quand même, on utilise le mot anniversaire? Ben, on, c'est qui on? C'est nous qui... Non, nous utilisons... L'Arménie occidentale, en tout cas, n'utilise pas anniversaire, bien entendu.
parce que nous, ce n'est pas un anniversaire, ni l'anniversaire d'un crime. Ce sont donc des forces opposées à notre existence, opposées à l'existence des Arméniens. Bien entendu, ce sont aussi des États qui célèbrent, ou je ne sais pas comment on peut dire, un anniversaire d'un crime de génocide. Mais au niveau de l'Arménie occidentale, il y existe aussi beaucoup d'organismes en diaspora. Vous vous rendez compte? Normalement, la diaspora, c'est-à-dire la diaspora, on est bien d'accord que ce sont les rescapés du génocide qui se sont exilés dans divers pays à travers le monde et qui, le 24 avril, et on ne sait pas pourquoi, ont décidé de se réunir pour un anniversaire du crime de génocide. Il s'agit par exemple des diasporas en France même. Par exemple, oui. C'est l'anniversaire du crime de génocide. Mais c'est très rare, et bon, ça a changé depuis, mais c'est très rare qu'on commémore les victimes. Mais en tout cas, en Arménie, on dit la commémoration, on ne mentionne pas le mot anniversaire. Orientale, à l'intérieur du pays. En Arménie orientale, il y a encore les deux. C'est-à-dire qu'on parle... Parce que l'Arménie orientale a été influencée par ces forces négationnistes, en fait, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, ces forces falsificatrices et négationnistes qui ont changé la nature de la commémoration, et on ne commémore plus, pour ces forces-là, on ne commémore plus les victimes de ce crime, mais on se réunit autour d'un anniversaire du crime. C'est cynique. C'est très cynique comme démarche. C'est une démarche négationniste qui, bien entendu, ne correspond pas du tout à ce qu'on attend d'une commémoration des victimes. Qu'est-ce qu'on attend d'une commémoration des victimes? On attend qu'on rappelle déjà que c'est une nation plurimillénaire qui a été victime du crime de génocide. C'est pour ça que nous, en Arménie occidentale, on ne dit pas le génocide arménien. Le crime, si c'est un crime, comment ce crime peut-il être arménien? C'est le crime turc perpétré contre les Arméniens, c'est-à-dire le génocide turc. Et maintenant, vous avez dit que c'est le diaspora, c'est dans la diaspora qui prononce le mot anniversaire, oui? Alors, anniversaire et génocide arménien. Arménien. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient de l'autorité ou bien seulement c'est le peuple qui a décidé de prononcer le mot anniversaire? Ça vient de personnalités qui cherchent à falsifier et en même temps à utiliser, ou on va dire à réduire la portée du crime de génocide. De réduire sa portée. Et un crime de génocide appliqué sur une population précise. Cette population, c'est la nation autochtone arménienne, la nation arménienne. Pourquoi autochtone? Parce qu'on a plusieurs milliers d'années d'existence sur le territoire sur lequel a été appliqué, perpétré, le crime de génocide. Donc, comme on cherche à réduire, on cherche, enfin, ces gens-là, ces forces-là, ces forces ou ces personnalités imposent en fait un diktat intellectuel par rapport à une problématique très précise, c'est de pouvoir réduire la portée du crime de génocide appliqué, perpétré sur une population, donc sur une nation précise. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a une recherche, ça a été réfléchi, ça a été volontaire. Ensuite, de dire que ce crime est arménien, je suis vraiment désolé, le crime... Enfin, je veux dire, pour tout être normalement constitué, et surtout en français, le crime de génocide arménien,
ça ne correspond pas. C'est le crime de génocide des Arméniens ou appliqué sur les Arméniens. Voilà. Et pourquoi on... Et pourquoi on dit 1915 seulement? Puisque tout à l'heure, et vous avez eu raison de préciser que ce crime a été perpétré ou a commencé en direction de la nation arménienne à partir de 1894. Pourquoi? Parce qu'en 1894, Abdulhamid II a envoyé les troupes kurdes hamidiées, les régiments hamidiés, pour massacrer la population civile arménienne, en Arménie occidentale. Donc dans cette Arménie, qui était déjà reconnue par le traité de San Stefano en 1878. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'ils ont changé l'article 16 du traité de San Stefano en article 61 du traité de Berlin, et ils ont enlevé le nom de notre pays, Arménie. Donc, si vous voulez, il faut bien préciser les choses. Abdulhamid II a mis en place en 1991, après le traité de Berlin, des régiments hamidiés. Il a donné son nom à ces régiments pour aller massacrer les Arméniens. C'est donc un programme d'État. C'est un programme d'État qui a débuté par le gouvernement hamidié, qui a été poursuivi par le gouvernement jeune turc et qui a été encore poursuivi par le gouvernement kémaliste. Jusqu'à aujourd'hui, par le gouvernement de Bakou. Donc, il n'y a qu'un programme de destruction massive des populations arméniennes depuis 1894 jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et pourquoi on a fixé le 24 avril et non 25 avril? Alors, je vous ai expliqué, parce que dans la déclaration de la Triple Entente, c'était bien précisé que depuis un mois environ, déclaration qui a été formulée le 24 mai 1915, c'est bien marqué, depuis un mois environ, les autorités turques, appuyées par les Kurdes, massacrent les Arméniens, durant donc la période des jeunes Turcs. J'ai compris, merci, mais il y a aussi l'habitude dans l'Arménie occidentale qu'on commémore cet jour, le 27 avril, qui est moins connu. Et quelle signification historique elles contiennent? Alors, d'abord, il faut comprendre que le 24 avril, c'est toute la nation arménienne, en exil ou à l'intérieur, à l'extérieur ou à l'intérieur, qui se réunit pour commémorer ensemble les victimes du génocide. Pourquoi? Parce que pour nous, nos ancêtres vivent, leur esprit vit encore. Pour les anciens Arméniens, leur esprit vit encore. Leur esprit, c'est-à-dire en fait une partie de nos ancêtres au niveau non matériel, cet esprit-là qui a souffert, cette douleur est transmise donc à toutes les générations. Donc ça vit encore au fond de nous-mêmes, cette douleur, cet esprit. Donc si vous voulez, nous c'est un point important, qu'on se réunisse tous ensemble à travers le monde entier pour se rappeler ce qui s'est passé et cet esprit des anciens Arméniens qui vit à travers nous. Ensuite, c'est important que les États voient aussi que les Arméniens, même s'ils ont subi un génocide, vivent encore, existent encore sur cette planète. Souvent, il y a un proverbe mexicain qui dit « Ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que le génocide est un programme de destruction
massive de tout ou partie d'une nation, d'une population, d'un groupe humain. Et donc, ce génocide a été appliqué pour les Arméniens d'Arménie occidentale. Ensuite, il faut bien comprendre qu'au niveau de l'Arménie occidentale, nous donnons la possibilité aux États qui partagent la souffrance des Arméniens de reconnaître cette souffrance par l'intermédiaire d'une phrase simple. C'est que nous reconnaissons qu'un génocide a été perpétré de 1894 à 1923 par 3 gouvernements successifs turcs sur le territoire de l'Arménie occidentale. Et c'est ainsi qu'a été, au niveau de l'article 11 de la déclaration d'indépendance de la République d'Arménie, préciser les choses. Cet article précise que la République d'Arménie soutient la reconnaissance internationale du génocide appliqué contre le peuple arménien en Arménie occidentale et en Turquie ottomane. Alors c'est un point très très important parce que c'est un article qui fait partie de la déclaration d'indépendance de la République d'Arménie. La Douma russe a reconnu 3 fois qu'un génocide a eu lieu en Arménie occidentale et en Turquie ottomane de 1915 à 1922. Vous avez, comme ça, des pays qui ont reconnu, soi-disant, un génocide arménien en 1915. Quelques pays en Europe qui ont reconnu très brièvement, de façon déclarative, mais ce type de reconnaissance fait l'objet d'une complicité de quelques personnalités de la diaspora arménienne. Ensuite, vous avez des États qui ont bien précisé, qui reconnaissent un génocide de 1915, 1922 ou 1923 sur le territoire de l'Arménie occidentale. C'est un autre type de reconnaissance. Et en plus, on parle du génocide des Arméniens dans ce type de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaît premièrement la population victime. On ne dit pas que c'est le génocide, le crime qui est arménien. On reconnaît la population victime et on reconnaît où a eu lieu le crime de génocide, sur quel territoire. Et puis, troisièmement, il y a des États qui reconnaissent la population victime, génocide appliqué contre les Arméniens, qui reconnaissent une période 1915-1923 ou parfois même 1894 à 1923, qui reconnaissent le lieu en Arménie occidentale, et en plus de tout cela, ils reconnaissent, ces États-là, des droits spécifiques aux descendants des rescapés du génocide, que nous sommes nous. Donc vous voyez, il y a 3 types de reconnaissance, une plutôt déclarative et à la fin, une autre plutôt de niveau juridique. Donc si vous voulez, notre travail, c'est de rappeler aux États qui ont des reconnaissances déclaratives, ou seulement déclaratives, que peut-être ça serait mieux qu'ils précisent un petit peu les choses. Vous avez un État comme l'Allemagne qui reconnaît même sa complicité dans le cadre du génocide. Donc c'est vraiment là, on a vraiment là un cas particulier qui reconnaît sa complicité. Donc ça veut dire que l'Allemagne fait appel à l'Arménie occidentale pour qu'on puisse approfondir cette question avec elle. Dans votre parole, vous avez mentionné la Russie qui a adopté le génocide commis contre les Arméniens. Voilà. À ma part, je vais aussi ajouter les pays. Il y a beaucoup de pays, y compris les États-Unis, sous Joe Biden, ont prononcé le mot génocide. C'est ça, mais sans changement politique ou territorial.
À quoi sert cette reconnaissance si elle ne mène à aucune réparation concrète? Non, mais attendez, avant de parler de réparation, c'est très important que les États-Unis, et dans le cas, mais à plusieurs reprises, il n'y a pas que Joe Biden qui... Mais quand même, aux États-Unis, c'était le seul président qui a prononcé le mot génocide. Non, il y a des précédents. Et ce qui compte, c'est qu'il faut comprendre que les présidents des États-Unis reconnaissent que s'est appliqué un génocide de 1915 à 1923. Dans leur texte, dans leur déclaration, c'est précisé. Et pourquoi c'est important? Parce que je voudrais quand même vous rappeler une chose. Le 28e président des États-Unis a été signataire d'une sentence arbitrale de donc le président Woodrow Wilson qui définit la frontière officielle et internationale entre l'Arménie occidentale et la Turquie. Donc, il faut comprendre que la position des États-Unis est importante. D'autant plus que les États-Unis ont reconnu de jure le 11 mai, et là c'est bientôt l'anniversaire, le 11 mai 1920, le 105e anniversaire, le 11 mai 1920, ont reconnu l'État d'Arménie sur le territoire où s'est appliqué les massacres, c'est-à-dire la destruction massive de la population arménienne. Mais il y a beaucoup de sources qui prouvent que le génocide a été passé sur le territoire de la Turquie. Par exemple, il y a des témoignages, des documents d'archives, des rapports diplomatiques, ainsi que des cartes géographiques. Comment est-ce que vous pouvez maintenant prouver que ça s'est passé? C'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que la Turquie n'existait pas à l'époque, c'était l'Empire ottoman. C'était l'Empire ottoman. Donc déjà, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, la Turquie, elle a existé en 1920. Hein. Là, si vous voulez, on peut revenir sur cette question. Et ensuite, il faut bien aussi comprendre que l'Empire ottoman, hein, ça démarre, on va dire, sur Ankara, mais ça va jusqu'au Maghreb, à l'époque. Donc quand on parle du génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman, je suis vraiment désolé, c'est aussi une façon de brouiller les pistes, comme d'ailleurs, vous savez, en fait, ça vient d'Abdulhamid II, cette méthodologie. Et d'ailleurs, je suis étonné que les Arméniens reproduisent la méthodologie du sultan Abdulhamid II, qui, suite donc, au traité de San Stefano, lorsqu'il a vu que les États reconnaissaient que ce territoire s'appelait l'Arménie, il a voulu absolument changer même le terme Arménie pour le transformer en Anatolie. Donc, si vous allez encore plus loin dans la falsification, vous pouvez aussi dire que ça s'est passé en Anatolie, puisque c'est le sultan de l'Empire ottoman à l'époque qui a changé, qui a modifié justement les termes, volontairement. Donc, mais il y a 30 pays qui insistent que le génocide s'est passé sur le territoire. Ce n'est pas seulement la Turquie, l'Empire ottoman qui prouve. Non. Si vous reprenez les reconnaissances, peut-être que vous avez oublié de les lire, la plupart des reconnaissances, c'est soit Empire ottoman, soit Anatolie, soit Turquie ottomane, soit Arménie occidentale. Donc si vous voulez, après, en fonction de vos sensibilités, pro-turques ou pro-arméniennes, ou pro je ne sais pas qui, selon les intérêts de chacun, vous pouvez comme choisir que l'Empire ottoman ou l'Arménie occidentale, mais n'empêche que vous ne pouvez pas contourner non plus les traités. Vous pouvez les contourner, les traités internationaux, mais alors ça veut dire que chacun va faire en fonction de ses intérêts, ou chacun va faire en fonction de son émotion du moment. Non, vous avez des traités. Et pourquoi vous ne tenez pas compte des traités? Vous avez par exemple le traité de San Stefano, vous avez ensuite le traité de Berlin, et vous avez ensuite le traité de Sèvres. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de la déclaration de la Triple Entente,
c'est marqué en Arménie. Alors, vous avez déjà 3 États quand vous parlez des États. Vous avez déjà 3 États, qui sont les plus importants à l'époque. La France, l'Empire britannique et la Russie, qui rappellent les nouveaux crimes. Nouveaux parce que les anciens, ce sont les crimes hamidiens, contre la civilisation et contre l'humanité. Alors, pourquoi changer? Moi, je comprends pourquoi il y a des organes ou des personnalités ou des structures même politiques au sein de la diaspora qui veulent absolument falsifier les textes. Mais même si vous voulez falsifier les textes existent. Donc, tout ce que peut faire l'Arménie occidentale, c'est de vous rappeler que vous êtes en train de falsifier la réalité des textes et que vous êtes donc dans un système négationniste de minimisation et de falsification d'une réalité officielle. La France, en 1920, elle a bien reconnu l'État d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale. Prenons la France. Donc, en France, pourquoi en France, les Arméniens ou les Français d'origine arménienne, puisque c'est comme ça qu'ils se présentent pour beaucoup, pourquoi ils disent que le génocide a eu lieu en Anatolie ou dans l'Empire ottoman, alors qu'ils habitent en France, et que la France, elle a reconnu l'État d'Arménie en 1920. D'ailleurs, à ce titre, si vous reprenez, et là c'est très très intéressant, le 21 février 2024, à la panthéonisation de Méliné de Missak Manouchian, le président français, sous l'égide du président français, un film est apparu sur le monument du Panthéon, notifiant 1915, et en dessous, c'était précisé Arménie. Alors, pourquoi voulez-vous être plus turc que les Turcs? En fait, moi c'est ma lecture des choses. C'est-à-dire qu'en France, c'est bien précisé que le génocide des Arméniens, dans la présentation, je ne parle pas de la reconnaissance de 2001, hein, dans la présentation, c'est bien précisé que le génocide a eu lieu en Arménie. Et pourquoi la diaspora franco-arménienne de France falsifie même la présentation de l'État français? Donc ça veut dire qu'on est face à un problème. Ensuite, il faut bien comprendre que l'Arménie occidentale essaye d'expliquer. Nous essayons d'expliquer à nos compatriotes qu'il ne faut pas se tromper. C'est comme si, aujourd'hui, en Arménie, par exemple, vous dites que les Arméniens d'Artsakh viennent de l'Azerbaïdjan. C'est grave. Alors, évidemment, le gouvernement de Yerevan a pris position en disant que l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Mais le gouvernement de Yerevan, en prenant cette position, a pris une position anticonstitutionnelle. Pourquoi? Parce que dans la déclaration d'indépendance de la République d'Arménie, il est bien précisé que l'Artsakh est réuni à la République d'Arménie depuis 1988. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais en fait, la carte de l'Arménie telle qu'elle est présentée par le gouvernement de Yerevan n'est pas la carte qui correspond à la déclaration d'indépendance de la République d'Arménie en 1990. Puisque l'Artsakh fait partie de la République d'Arménie en 1990. Et je vais même vous dire une chose. En 1990, sur la base de cette déclaration d'indépendance, il faut comprendre que l'Arménie est devenue membre de l'ONU en 1992, soit pratiquement 2 ans après, sur la base
de la déclaration d'indépendance. Et c'est en 1995 que la République d'Arménie a adopté sa constitution nationale. Ça veut dire, et là, je m'adresse aux Arméniens du monde entier, si le gouvernement actuel de Yerevan envisage de modifier la déclaration d'indépendance de 1990, ça veut dire qu'elle modifie ses conditions de devenir membre dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Ça veut dire que ça remet en cause le statut de membre de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que le monde arménien, dans le monde entier, est-ce qu'il est bien conscient de ce qui est en train de se passer? Pour deux raisons. Premièrement, ils veulent modifier le fait que l'Artsakh, le Haut-Karabakh, fait partie intégrante de l'Arménie en 1990, et ils veulent modifier l'article 11, comme quoi la République d'Arménie reconnaît qu'un génocide a eu lieu en Arménie occidentale et en Turquie ottomane. Reconnaît l'Arménie occidentale. Donc, là, je parle de la République d'Arménie, vous vous rendez compte? C'est pour cette raison, officiellement, je fais un appel. Je demande à tous les Arméniens de la diaspora, à toutes les organisations arméniennes, de bien se rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est très très grave, ça sera irréversible. La question n'est pas d'être anti une personne ou pour une personne. La question, elle est qu'il est en train de se préparer pour l'ensemble des Arméniens du monde entier une catastrophe, et on doit aujourd'hui déclarer notre opposition à cette catastrophe. Je comprends que beaucoup d'Arméniens ont, durant des années, beaucoup de structures arméniennes de la diaspora, tout fait pour que, comme vous avez dit, l'Arménie occidentale n'existe pas. Tout fait. Ils ont tout fait pour falsifier les événements, la situation, l'histoire. Tout fait. Ils ont dit ça s'est fait en Anatolie, ça s'est fait dans l'Empire ottoman. Mais vous ne pouvez pas changer les textes. Tous les textes historiques, on parle de mémoire historique, mais si c'est une mémoire falsifiée, elle est plus historique. Elle est une mémoire falsifiée. Donc, quand on parle de mémoire, on parle de ce qui a déjà existé avant nous. Vous ne pouvez pas. Ici, en République d'Arménie, aujourd'hui, à Yerevan, beaucoup parlent de l'Arménie réelle et l'Arménie de l'histoire. Mais en vérité, l'Arménie réelle, donc, ça serait une Arménie falsifiée. C'est plus une Arménie réelle, puisqu'on change, en fait, tous les termes juridiques qui ont permis la constitution de l'Arménie. Donc, il faut stopper. Il faut que les Arméniens du monde entier arrêtent d'alimenter la falsification et le négationnisme vis-à-vis du génocide des Arméniens en Arménie occidentale. Et surtout pas d'alimenter une complicité. Je vous donne un exemple très concret. La télévision Arte diffuse une carte sur laquelle... L'Arménie n'existe pas. Non, mais de quelle Arménie on verra? Mais sur laquelle on réunit la soi-disant Turquie et le soi-disant Azerbaïdjan. Et au milieu, il n'y a rien. Beaucoup d'Arméniens se sont relevés, on dit mais c'est pas possible.
Ils ont envoyé des courriers même à la direction de Arte pour la question de... Mais ils sont excusés, Monsieur le Président. Et Arte s'est excusé. La question n'est pas là. La question, pourquoi Arte a voulu jauger, a voulu voir la réaction des Arméniens. Oui, j'ai compris. Et les Arméniens ont réagi en éliminant sur leur carte l'Artsakh et le Nakhichevan, écoutez bien, eux-mêmes. Mais si la réaction des Arméniennes... Oui, mais c'est anticonstitutionnel, puisque je vous ai dit que dans la déclaration d'indépendance, l'Artsakh fait partie de la République d'Arménie. C'est noté aujourd'hui, au moment où je vous parle. Je ne sais pas après, entre Yerevan et Bakou, qu'est-ce qu'ils vont décider par rapport justement à l'ingérence de Bakou dans la politique intérieure de l'Arménie. C'est grave déjà, c'est très très grave. Mais que les Arméniens du monde entier oublient l'acte juridique de la déclaration d'indépendance de la République d'Arménie et acceptent que l'Artsakh ne fasse pas partie de la carte qui a été remise après avec des excuses, c'est un acte très très grave. Ça veut dire que non seulement ils sont contre l'existence de l'Arménie occidentale, ils sont contre l'existence du Nakhichevan, mais en plus, ils falsifient la carte issue de la déclaration d'indépendance d'Arménie de 1990. Nous sommes confrontés à un très très gros problème. C'est pour ça que je m'adresse à mes compatriotes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont influencés par des forces pro-turques? Est-ce qu'ils le font exprès? Est-ce qu'ils le font sans le savoir? Donc, si vous voulez, on est confronté à de multiples problèmes. Nous sommes attaqués de tous les côtés. Et qu'est-ce que fait l'Arménie occidentale pour éviter tous ces problèmes? Il explique, déjà. Mais seulement expliquer, ça ne fait rien. On doit, par exemple... Par exemple, donne-nous un exemple. On doit faire quoi? On doit, par exemple... s'adresser à des plateformes internationales. Mais vous savez très bien qu'on travaille sur l'ONU. Mais on sait bien que l'ONU, la Cour pénale internationale, les droits de l'homme, tout semble impuissant et silencieux dans ce cas-là. Alors, ça c'est parce que vous parlez vous êtes à l'extérieur, vous ne participez pas au travail de toutes ces organisations. Que font ces organisations mentionnées? Alors, oui, voilà. D'abord, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a l'ONU et il y a ensuite les cours internationales. Ce sont des organismes complètement différents. Vous avez l'ONU qui est un organisme, on va dire, plutôt politico-juridique, et les cours internationales, les tribunaux qui sont des organismes juridiques. Est-ce que dans nos jours, jusqu'à nos jours, l'ONU a fait quelque chose, par exemple, pour l'Arménie occidentale, pour les Arméniens? Voilà. L'ONU reconnaît, pour l'Arménie occidentale, reconnaît officiellement le peuple arménien autochtone d'Arménie occidentale. Alors qu'il y a 18 ans, je suis vraiment désolé, mais il n'y avait pas un Arménien occidental dans le cadre de l'ONU. L'ONU, en reconnaissant l'existence du peuple autochtone d'Arménie occidentale, de la nation autochtone d'Arménie occidentale, arménienne, reconnu qu'un génocide a été appliqué sur cette population. Les deux sont liés. Qu'est-ce que cela nous donne? Alors ça permet à vous de faire partie de ce qu'on appelle une communauté internationale. On a fait partie d'une communauté. Voilà, maintenant on fait partie de cette communauté. Oui, mais il y a eu un travail qui a été fait de 18 ans pour faire partie de cette communauté internationale. Et aujourd'hui, on peut défendre nos droits par l'intermédiaire de cette communauté internationale, en expliquant, en communiquant,
c'est un travail diplomatique, diplomatico-juridique, politico-juridique, qui permet justement d'avoir ensuite des assises pour intervenir au niveau des tribunaux. Si vous n'existez pas au sein de la communauté internationale, vous ne pouvez pas ensuite solliciter les tribunaux. Mais est-ce qu'on a des résultats? Là, déjà, pour obtenir des résultats, il faut déjà solliciter les tribunaux. Une fois que le tribunal accepte votre requête, la Cour accepte votre requête, accepte de traiter votre requête, ensuite ce sont aux juges de donner des sentences. Mais ça n'a jamais été fait durant un siècle, ce que vous me dites là. C'est-à-dire que nous, par exemple, vis-à-vis des Arméniens d'Artsakh, nous avons sollicité donc la Cour européenne des droits de l'homme. Jamais vis-à-vis de nos droits, aucune structure arménienne dans l'histoire n'a sollicité la Cour européenne des droits de l'homme vis-à-vis de nos droits collectifs. Nos requêtes ont été saisies par la Cour. Nous avons saisi la Cour a accepté nos requêtes. Donc la Cour est en train de traiter ces requêtes. Vous voulez aller plus vite que la lumière, mais je suis vraiment désolé, c'est au juge aujourd'hui de décider, par rapport à la Convention internationale sur les droits de l'homme, si notre population d'Artsakh a été victime d'un génocide ou d'un nettoyage ethnique. Et c'est par rapport à la décision des juges qu'on obtiendra, tout à l'heure vous avez parlé de réparation, qu'on obtiendra des réparations. Et ensuite, il y a la question juridique du retour des Arméniens. Pourquoi je dis juridique? Parce que la Cour internationale de justice a déjà émis une ordonnance sur le droit au retour des Arméniens autochtones en Artsakh. Mais si on considère Artsakh maintenant comme le territoire azerbaïdjanais, comment est-ce que vous en pensez? Selon les chartes des Nations Unies, plusieurs résolutions de... Il n'y a qu'une charte des Nations Unies. Par exemple, 822, les numéros, les résolutions. Les chartes, ce sont les quatre résolutions, oui. Les 822, on a 853, 874, 884. Alors tout à l'heure... Oui. Je me suis permis de vous expliquer que en 90, les résolutions dont vous parlez, elles ont eu lieu quand? La première, elle a eu lieu quand? Je peux vous aider si vous voulez. Oui. En 92. Elle a eu lieu en 92, la résolution dont vous parlez, non? La première. C'était la résolution 822. Oui, elle a eu... Bon, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle a eu lieu, mais moi je vous le dis. Quand est-ce que la déclaration d'indépendance de l'Arménie a eu lieu? Quand est-ce qu'elle a eu lieu? La déclaration d'indépendance de l'Arménie. De l'Arménie, la 91? Non, 90. 90. Donc 2 ans avant, l'Arménie, dans sa déclaration, dit que l'Artsakh, le Haut-Karabakh, fait partie de l'Arménie. Donc, en 92, vous avez eu une résolution. Durant la même année de cette résolution, la République d'Arménie est devenue membre des Nations Unies. Sur la base de sa déclaration d'indépendance, je vous ai expliqué tout à l'heure, ça signifie que cette résolution n'est pas conforme, ne prend pas en compte le fait que l'Artsakh, le Haut-Karabakh, fait partie de l'Arménie. Il y a donc un problème dans cette résolution. Et ce n'est pas la résolution des Nations Unies. Hein. C'est en fait, à mon avis, une forte influence de la Russie à l'époque qui a aidé à l'adoption de cette résolution. Ensuite, l'Arménie, elle faisait partie en 93, parce qu'il y en a eu 4 des résolutions. L'Arménie faisait partie en 93 des Nations Unies. En 94,
l'Arménie faisait partie aussi des Nations Unies. Si l'Arménie fait partie des Nations Unies en intégrant l'Artsakh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a affaire à un territoire, la question du Haut-Karabakh, dont son statut n'est pas définitif. C'est un statut complexe. Donc, si vous voulez, par rapport à ce statut complexe qui n'est pas définitif, l'Arménie a dit le Haut-Karabakh fait partie de l'Arménie. C'est ça la réalité juridique. Et nous défendons cette position-là de l'Arménie, de la République d'Arménie. Nous défendons cette position-là. Mais au-delà de cette position, l'Artsakh fait partie de l'Arménie de 1920. En 1920, quand notre État a été reconnu par les instances internationales, l'Artsakh faisait partie de notre État. Donc, si vous voulez, quelque part, il n'y a rien, aucun document qui justifie que le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Aucun document. Juridiquement parlant. Ce ne sont pas des déclarations qui vont changer les choses. Ce sont des actes juridiques. Au niveau juridique, il y a une différence entre les actes juridiques et les déclarations d'un État ou des choses comme ça. Par exemple, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, la loi déclarative de l'État français vis-à-vis du génocide n'est pas contraignante pour l'État français. C'est une loi déclarative, c'est une déclaration. Donc il faut bien qu'on fasse la différence entre un acte juridique et une déclaration politique. Et pour conclure, avez-vous l'espoir qu'un jour la Turquie reconnaisse officiellement le génocide commis contre les Arméniens? Alors, il faut bien comprendre que pour l'Arménie occidentale, le travail de reconnaissance, c'est un travail suite au travail sur nos droits. C'est suite au travail sur nos droits. C'est-à-dire que nous, en amont, en avant, nous travaillons d'abord sur nos droits, sur le plan du juridique, puisque nous sollicitons les tribunaux, et que c'est sur cette base-là que va s'élargir les questions de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des reconnaissances un petit peu déclaratives, et il y a aussi des reconnaissances pour appuyer les droits des Arméniens. Donc nous demandons, nous sollicitons les États pour qu'ils puissent choisir plus des reconnaissances qui appuient les droits des Arméniens plutôt que des reconnaissances à titre déclaratif. Je vous donne un exemple. Dans la liste des reconnaissances, souvent, mais ce n'est pas notre liste à nous, hein, c'est la liste qu'on peut trouver sur Internet, on voit qu'en 1965, l'Uruguay aurait reconnu le génocide des Arméniens. Donc, moi, je me suis intéressé à cette question et j'ai été lire la déclaration de l'Uruguay. L'Uruguay a adopté une déclaration acceptant que les Arméniens, le 24 avril, se réunissent. C'est tout. Même le terme génocide n'est pas employé. L'Uruguay accepte que le 24 avril, les Arméniens se réunissent. Bon, on peut se réunir le 24 avril, le 25 avril, voilà. Donc nous avons envoyé une lettre à l'Uruguay leur rappelant que ça serait bien qu'ils aillent jusqu'au bout du processus de reconnaissance par rapport à la question donc, du génocide des Arméniens en Arménie occidentale. Et l'année dernière, le Parlement de l'Uruguay a fait un avenant par rapport à sa déclaration de 1965. Donc on peut faire avancer les choses. Je vous donne un autre exemple. On n'a pas parlé du traité de Sèvres, mais c'est un exemple intéressant. Souvent, c'est diffusé par la propagande turco-arménienne. Je dis turco-arménienne parce qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui
deviennent l'écho de la falsification turque, et ça se répand de plus en plus. Ils disent que, par exemple, le traité de Sèvres a été remplacé par le traité de Lausanne. D'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas, la liste des signataires n'est pas la même. Donc, quand la liste des signataires n'est pas la même, un traité ne peut pas remplacer un autre traité, puisque tous les signataires n'ont pas accepté ce type de choses, cette procédure-là. Mais ensuite, il faut bien comprendre que le traité de Sèvres a déjà été appliqué par les mandats. Les mandats en Cilicie, les mandats en Irak, les mandats en Syrie, les mandats en Palestine. Donc il faut bien comprendre que le traité de Sèvres, comme il a déjà été appliqué, il ne peut pas être revu, ou il peut revisité, ou il ne peut pas être changé par un autre traité. Donc si vous voulez, il y a toute cette propagande falsificatrice qui se diffuse au sein des communautés arméniennes, et beaucoup d'Arméniens, et on ne sait pas pourquoi, cherchent à utiliser ces falsifications contre les droits des Arméniens. Qu'est-ce que ça leur donne? Est-ce que c'est un ego? Est-ce qu'ils travaillent pour l'État turc? Pourquoi? Qu'est-ce que ça leur donne? Qu'est-ce que ça peut leur apporter de falsifier l'histoire des Arméniens en permanence? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Qu'est-ce que ça peut leur apporter de dire que l'Arménie occidentale n'existe pas, c'est l'Arménie historique? Alors, qu'est-ce que ça peut... Le 3 mai, c'était il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, c'est le 105e anniversaire de la reconnaissance par la République d'Argentine de l'État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale. Qu'est-ce que ça peut leur apporter s'ils disent qu'ils ont des relations diplomatiques avec l'Argentine que depuis 30 ans? Alors, il faut m'expliquer. Et cette reconnaissance a eu lieu par décret présidentiel du président argentin en 1920. Qu'est-ce que ça peut apporter de dire maintenant, même en République d'Arménie, que, par exemple, les relations diplomatiques avec la République d'Argentine ont 30 ans ou 33 ans? Alors que ce n'est pas vrai. Puisque nous avons, nous, des relations diplomatiques avec l'Argentine depuis 1920. Et c'est valable pour le Brésil. C'est valable pour le Royaume d'Italie ou la République d'Italie. C'est valable pour la Grande-Bretagne. C'est valable pour les États-Unis. C'est valable pour la France. C'est valable, y compris même, pour la Turquie. Pourquoi? Parce que la Turquie, sous l'égide de son sultan, en 1920, le sultan, par décret impérial, a décidé de la signature du traité de Sèvres, qui reconnaît la souveraineté et l'indépendance de l'Arménie. Arménie, on parle du territoire de l'Arménie occidentale. Alors, il faut m'expliquer. Donc, si vous voulez, à un moment donné, soit on arrête de falsifier, et tout le monde participe à cette falsification. C'est ça qui est dénoncé, que je dénonce. Pourquoi sur la carte de Arte, il n'y aurait que la République socialiste soviétique d'Arménie dessinée, sans l'Artsakh, ou sans le Nakhitchevan, ou sans l'Arménie occidentale? Pourquoi? Donc vous voyez comment les médias étrangers peuvent jauger, en fait, de la situation, on va dire, d'une population pro-arménienne. Vous pensez que c'est cela qu'on a organisé initialement pour provoquer quelque chose chez les Arméniens? Et vous pensez que les gens sont aussi naïfs que ça? Vous pensez que les gens ne réfléchissent pas? Tout le monde réfléchit, comme nous on le fait là à l'instant, on réfléchit par des échanges, mais tout le monde réfléchit. Il y a au sein de Arte, bien entendu qu'il y a on va dire des structures qui analysent donc les articles. Il y a des journalistes qui se réunissent et qui communiquent entre eux, évidemment.
tous les jours, ces gens-là communiquent entre eux. Il y a bien des personnes qui travaillent sur les photos, qui travaillent sur les cartes. Tout ça, c'est fait partie. Le fait de s'excuser, c'est s'excuser de quoi? D'avoir oublié, D'avoir par oublié exemple, quoi? d'avoir oublié la place de l'Arménie sur la carte. Mais quelle Arménie? Mais quelle Arménie, oui. Mais quelle Arménie? Maintenant, on va conclure, on va remercier vous pour une telle intéressante interview et je veux vous rappeler que notre invité était le président du Conseil national de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abramian. C'est moi qui aussi vous remercie. Je rappelle que je veux appeler aujourd'hui l'ensemble des Arméniens du monde entier à arrêter, à stopper la falsification et le négationnisme de notre histoire. Merci.